Salut les Candirus. Alors oui, désolé, mais en termes de poiscaille, vous êtes le champion des parasites. Ah oui, puisque le Candiru est toujours à la recherche d'un hôte pour se nourrir, et il est particulièrement attiré par l'odeur des urines humaines. Ce qui fait qu'il peut facilement aller se faufiler... Oh non, quand même pas. Bah si, dans l'urètre. T'as un poisson qui rentre dans la pénuse, qui sort pas, et tu peux même pas chier dans l'eau. Et quand il est bien au chaud, bah il se nourrit de votre sang jusqu'à la mort. D'où son surnom de poisson vampire. Ah bah écoutez, on rentre directement dans le thème de l'horreur, hein. Et c'est normal puisque aujourd'hui nous allons nous intéresser à une figure légendaire dont le mythe effrayant a traversé les siècles, qui ferait d'ailleurs passer Voldemort pour un enfant de cœur. C'est l'une des créatures les plus représentées dans les œuvres de fiction. Il a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi beaucoup de sang. Et pourtant, on ignore souvent que sa cruauté et son charme ont été inspirés par certaines histoires vraies, toutes aussi terrifiantes et mystérieuses. Il est éternel, diabolique, sans pitié, mais aussi élégant, intellectuel et séducteur. Il manipule ses victimes avant de s'emparer de leur essence vitale. Et tu dis qu'il a été inspiré par des histoires vraies. T'es sûr de ça? Oui, absolument, oui. Alors, voulez-vous dire qui peut bien avoir existé d'aussi sinistre pour être à l'origine de cette créature des enfers? Eh bien, plusieurs personnalités en vérité, qui ont marqué à jamais le folklore de leur pays. Un prince sadique, une princesse à la mort inexpliquée, ou encore Jack l'Éventreur. Tous ont eu un lien étroit avec ce célèbre roi des ténèbres. Nous partons donc en Transylvanie, au centre de la Roumanie, à la découverte des manoirs et des anciens rites. Munissez-vous de votre plus belle gousse d'ail, nous remontons aux origines du terrifiant comte Dracula. Bon, déjà, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qui est Dracula ou ce qu'est réellement son histoire? Ah, en gros, c'est un mec dans son manoir qui se nourrit de sang et qui a peur du soleil, non? C'est un petit peu rapide, mais on va voir ça un peu plus en détail. Dracula est né de la plume de Bram Stoker dans le roman du même nom qui fut publié en 1897. Après l'essor de l'époque gothique à la fin du XVIIIe et le romantisme tragique du XIXe, le monde littéraire est prêt pour les aventures de Jonathan Harker, un jeune notaire missionné en Transylvanie afin de régler une affaire avec un certain comte Dracula. Sur place, celui-ci l'accueille chaleureusement, malgré ses dents pointues, sa pâleur, sa phobie des miroirs et son étrange attrait pour le sang. Alors évidemment, Jonathan découvre que Dracula est un vampire et s'en retrouve prisonnier sans pouvoir prévenir personne. Et ce n'est qu'après plusieurs semaines en compagnie du comte qu'il va pouvoir retrouver le monde extérieur. Mais pendant ce temps, Dracula a déjà étendu son emprise sur l'entourage de Jonathan et celui-ci va devoir mener une sacrée lutte pour essayer d'empêcher les siens d'être, eux aussi, transformés en vampires par ce comte maudit. C'est par exemple dans ce roman qu'on apprend que les vampires dorment dans des cercueils, marchent sur les murs, craignent les crucifix, l'ail, les miroirs, les pieux dans le cœur, ou aussi par exemple qu'il faut leur trancher la tête et que leur pire ennemi est la lumière du jour. Voilà, jolie histoire, hein. Donc si tous les enfants ont peur de se faire croquer par un vampire assoiffé de sang, c'est à cause de ce bouquin. En gros, oui. Et aujourd'hui encore, on trouve des histoires de vampires un peu partout. Alors bon, faut préciser aussi que son auteur faisait partie du Golden Dawn, une société secrète un petit peu chelou dont était également membre Aleister Crowley. Mais si, vous savez, l'homme le plus malsain du monde, dont on parle d'ailleurs dans une autre bulle. Il publie des recueils pornographiques, obscènes et blasphématoires, dont on disait qu'ils étaient... les livres érotiques les plus dégoûtants de toute la langue anglaise. Adorables, quoi. Pour la petite histoire, Stoker a mis 10 ans à écrire son roman. En fait, il voulait un personnage éternel, démoniaque, mais aussi malheureux et capable d'inspirer une certaine pitié. Il est donc allé puiser son inspiration dans beaucoup d'ouvrages et de personnages historiques rocambolesques, ainsi que dans le folklore roumain. Et on va tout de suite commencer par le personnage le plus évident aux origines du monstre, le véritable prince Dracula. Nous sommes maintenant au XVe siècle, au cœur de la Valachie. La Valachie, c'est un pays, ça? Oui, tout à fait. Enfin, c'était un ancien État roumain, au temps jadis, vous voyez. Et cet État a été gouverné par un certain Vlad III, aussi appelé Vlad Tepes. Il répondait également au titre de prince de Valachie. Et on l'appelait encore... Attends, c'est moi ou il a encore plus de surnoms que Sylvain Durif? Le Christ cosmique. Oui, presque. Enfin, il était aussi connu sous le nom de Vlad l'Empaleur et de... Comte Dracul. Le grand monarque. Alors vous en doutez, c'est à lui que Dracula doit son nom, qui signifie diable ou dragon en roumain, mais aussi son côté sanguinaire. Fils de Vlad II le Dragon, Vlad III combattit l'Empire ottoman et les dynasties turques. Face à l'instabilité de sa région et aux menaces qui pesaient sur son trône, il décida rapidement d'installer un régime de terreur pour consolider son règne. Au cours de ses nombreuses batailles, il aurait employé des méthodes de torture et d'extermination particulièrement cruelles et sanglantes. Par exemple, les légendes racontent qu'il adorait empaler ses ennemis et les observer agoniser. Les malheureux étaient si nombreux qu'ils formaient de véritables forêts de moribonds.
Il paraît qu'il lui arrivait même de dîner devant ce triste spectacle. Ah ouais, c'est un peu spécial comme moment pour avoir envie de frito de cheddar. Alors oui, il est clair que ça couperait l'appétit à la plupart d'entre nous. Mais les récits des Saxons de Transylvanie qui racontent sa prétendue cruauté ne s'arrêtent pas là. Puisque certes, il aurait empalé au moins 25 000 mecs, mais pas seulement. On parle aussi de tout un tas d'autres tortures sadiques qui, vrai ou non, ont contribué à entretenir sa légende à travers les siècles. Des bûchers, des décapitations, des embuscades sanglantes, etc. Et il paraît même que lorsque des émissaires du sultan Mehmed II n'ont pas voulu retirer leur turban en sa présence, eh bien ce cher Vlad leur a carrément fait clouer sur le crâne. Ah oui, légèrement susceptible le garçon. Oui, à qui le dis-tu? Bref, Vlad l'Empaleur est mort en 1476 après avoir mené une vie de conflit, de guerre et de lutte de pouvoir pour défendre la Valachie contre les tentatives d'invasion. D'ailleurs, son décès porte lui aussi sa part de mystère, puisqu'on aurait envoyé sa tête au sultan sans autre explication, et le caveau dans lequel furent enterrés ses restes aurait même été retrouvé vide. Alors bien sûr, les plus superstitieux supposent donc que Vlad III se serait transformé en vampire. Alors pour vous expliquer, depuis le début, j'essaye d'utiliser ces gousses d'ail qui sont en fait pas du tout ça, puisque c'est de l'oignon, mais bon, mais j'arrive pas, et du coup il est en train de se dépioter devant moi, et donc j'en ai partout. Enfin bref, voilà, les gousses d'ail c'est mauvais pour les vampires. On reprend. Du coup maintenant, dirigeons-nous en République tchèque, dans la région de Bohême en 1741, auprès de la princesse Eleanor Amélie de Lobovitch. Cette dernière est plutôt mal en point, en proie à un mal dont on ignore la cause depuis des années, et auquel elle succombera quelques temps plus tard dans la même année. Et selon la légende, ce mal aurait pu avoir des origines surnaturelles. La princesse était connue pour son excentricité. Certains racontaient qu'elle buvait du lait de louve en guise de remède contre la stérilité et que l'on entendait des hurlements de loups retentir depuis son château. On disait qu'elle dépensait des fortunes dans les élixirs et les sortilèges, qu'elle s'intéressait à l'occultisme et l'ésotérisme. Elle souffrait d'une maladie étrange que personne ne pouvait soigner. Plus le temps passait et plus la population était convaincue que la princesse était en réalité un vampire. Ouais. Du coup, ça peut faire un petit peu trembler des genoux. Mais toujours est-il qu'une fois la princesse morte, les médecins craignaient que le mal qui l'avait tuée ne se répande hors du château. Et ceux qui croyaient en son vampirisme avaient peur qu'elle ne revienne d'entre les morts. Les mecs croyaient sérieusement que les vampires existaient? Bah tu sais, dans certaines contrées, le protocole exigeait de pratiquer des rites anti-vampires au moment de l'inhumation des corps. Donc a priori, ça les faisait plutôt flipper, ouais. Quant à la princesse, on raconte que son cadavre fut autopsié, ce qui était assez peu commun à l'époque, et enterré hors du caveau familial. Son cœur aurait été disséqué et sa sépulture emmurée, comme des précautions pour l'empêcher de revenir à la vie et de transformer peut-être d'autres personnes en vampires. Bon, il s'avère qu'on est presque sûr qu'elle est finalement morte d'un cancer du col de l'utérus. Mais c'est une belle histoire folklorique qui aura servi d'inspiration à un certain Bram Stoker. Nous passons maintenant aux superstitions d'Émilie Gérard, une écrivaine britannique du 19e siècle, dont les écrits ont très certainement influencé l'esprit de Bram Stoker au moment de créer sa créature du mal. Émilie Gérard était l'épouse d'un chevalier polonais qui, comme d'habitude, avait un nom imprononçable pour les Français. Eh, Poisson Fécond, il a dit qu'il aimait pas les Polonais. Mais non, écoutez, concentrez-vous un tout petit peu. Donc, Émilie Gérard a suivi son mari jusqu'en Transylvanie pour un séjour à... Qu'est-ce que je vous ai dit? Putain, on ne peut pas les prononcer. Hermannstadt. Bon, c'est pas si dur en vrai. Donc, décidément, beaucoup de choses bizarres se passent dans cette région. Sur place, elle a pu discuter avec les habitants et a entrepris de noter scrupuleusement ce qu'on lui racontait du folklore local, des légendes et des superstitions. En même temps, il faut dire que là d'où elle venait, tout le monde avait cessé de croire aux contes de fées et aux bêtes démoniaques. À ce moment-là, l'Europe de l'Ouest se veut très rationnelle et tire son prestige des nouveaux progrès scientifiques. Les légendes et le surnaturel n'ont plus la même place dans les croyances qu'auparavant. Les régions de Roumanie, encore imprégnées de mythes et de contes mettant en scène des diables, des démons et des créatures des enfers, avaient donc de quoi susciter la curiosité d'une femme lettrée britannique comme Émilie Gérard. C'est ainsi qu'elle publia Superstitions en Transylvanie. Et tenez-vous bien parce qu'il y a de sacrées histoires là-dedans. Et toutes ont été directement rapportées par les rencontres que l'écrivaine a faites. Donc on peut dire que ce sont des récits de première main. Autant dire une véritable manne providentielle pour Stoker, qui a trouvé les origines du mythe des vampires, des Carpates, mais aussi des histoires de loups-garous, la légende d'une vieille femme édentée, responsable, des épidémies de peste et de choléra, ou encore même l'histoire de la terrible école de démons tenue par le diable en personne et qui existerait au cœur des montagnes du coin. Voilà, il y avait de la matière quoi. Et oui, et c'est d'ailleurs dans ce livre qu'on trouve le mot Nosferatu pour la première fois. Exactement, Nosferatu qui signifie non mort et qui est une façon de désigner Dracula.
On en arrive maintenant à la dernière personnalité qui a inspiré l'existence de Dracula, et celle-ci, vous en avez tous entendu parler, il fallait bien le serial killer le plus connu de tous les temps pour inspirer le vampire le plus célèbre au monde. Il s'agit donc bel et bien de Jack l'Éventreur. Oh mon dieu, encore lui! Et oui, le bourreau de Whitechapel en personne. Lors de ses années d'activité, vers 1888, Jack l'Éventreur faisait régulièrement la une des journaux, au point qu'il était difficile de passer à côté de cette sombre affaire d'assassinat de filles de joie dans les rues des quartiers malfamés de Londres. On y décrivait l'auteur des meurtres comme un monstre d'une nouvelle espèce, un humain au cœur tellement noir et à la ruse si machiavélique qu'on considérait à peine qu'il puisse faire partie de la même espèce que le reste des hommes. Il semble assoiffé de sang, de violence et opère la nuit. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ah ben si, le monstre, la violence, l'intelligence, la nuit... Oui. Voilà. Il est en tout cas à peu près avéré que Bram Stoker s'est pas mal intéressé à ce fait divers. Mais la connexion directe entre les mœurs sanglantes du serial killer et le personnage de Dracula n'est encore qu'une supposition. Cela dit, il est certain que tous deux ont quelques points communs. Alors, comme vous l'avez vu, le mythe de Dracula a plein d'origines différentes. Et les histoires de vampires ne datent pas de Twilight, mais sont un succès depuis déjà plusieurs siècles. Ah bah évidemment, on pouvait pas faire une vidéo sur les vampires sans faire une vanne sur Twilight, hein? Bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est un petit peu l'occasion ou jamais. Et donc, Bram Stoker a pioché un peu partout pour publier l'un des livres les plus lus et les plus connus au monde. D'ailleurs, on aurait aussi pu parler de l'influence de Jules Verne, dont l'ouvrage Le Château des Carpates ressemble déjà beaucoup à Dracula, ou même de l'impact des études zoologiques qui révélaient à la planète l'existence d'animaux exotiques qui paraissaient surnaturels, comme par exemple la chauve-souris vampire. On aurait aussi pu parler d'une comtesse hongroise, dont la réputation est pour le moins troublante et qu'on soupçonne aussi d'avoir servi de modèle au comte Dracula. Mais bon, toutes les légendes qui courent sur ce personnage mériteraient peut-être une bulle à elle seule. N'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse. D'ailleurs, pensez-vous que le mythe de Dracula, après avoir traversé les siècles, commence à avoir fait son temps, ou au contraire qu'il fait partie de ces chefs-d'œuvre de la littérature qui resteront à jamais une source d'histoire, d'aventure et de frissons? C'est bon, la vidéo est finie? Bah je sais pas, ça tourne encore je crois. Bah puisqu'on est là, tu trouves pas que Chris il est bizarre en ce moment? Tu veux dire quoi? Bah je sais pas, il est tout pâle. Ouais, il a pas pris de vacances, c'est tout. Ouais mais il boit que des trucs rouges. Et alors, il a le droit de kiffer la grenadine. Enfin quand même, il dort dans un cercueil maintenant. Ouais, mais tu sais, les excentriques...